Non, mais il n'y a pas tout. Ah oui, c'est le début du troisième acte. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on a changé les cylindres en carton? Eh bien, parce que ça, Maurice, c'est donc un perfectionnement dans la notation. C'est l'invention de Gavioli, deuxième moitié du 19e siècle. Et alors, sur ces cartes, voyez-vous, perforation de l'air, indication des nuances qu'on pouvait exécuter soi-même. Crescendo, diminuendo. Voilà. Et ça procède un peu, si vous voulez, d'une invention beaucoup plus ancienne, qui sont les cartes perforées de jacquard sur ces métiers à tisser, pour reproduire les tapisseries. Ça correspond aussi un petit peu à notre notation moderne des cartes électroniques. Italien venu de Modène, Gavioli et son fils Ludovic, le prince des noteurs, s'installe à Paris et ouvre une succursale à Manchester. La cour d'Angleterre l'honore de ses commandes. Il est en outre l'inventeur du frein de bouche Gavioli qui, appliqué sur un tuyau d'orgue, lui confère une attaque particulière. Brevet que vont utiliser tous ses concurrents. Pendant plus de 50 ans, avant la guerre de 14-18 et jusqu'en 1936, les constructeurs vont livrer leurs étonnantes machines mécaniques aux quatre coins du globe. En 1936, Limonaire 166 avenue Daumesnil ferme ses portes et vend son usine. C'est le temps de l'électrophone, une page est tournée, Marconi arrive, Limonaire s'en va. L'orgue de Barbarie, à ses débuts, racontait à sa manière les joies et les peines quotidiennes. De la complainte de Fualdès aux danses nouvelles, flirtant parfois avec les grands opéras, il accompagnait les mendiants, les chanteurs de rue qui vendaient les succès du moment, et autres mélodrames dont les acteurs, caricaturés sur des toiles peintes, permettaient aux badauds d'en découvrir les péripéties. Le collectionneur qui respecte la tradition joue de l'orgue de Barbarie dans son jardin. Son air ravi laisse à penser qu'il a eu affaire à quelques merveilleux réparateurs. En vérité, non. Son orgue est un orgue moderne, absolument construit de tradition et garanti 50 ans. Dans l'atelier de la rue Grégoire de Tours, Bubu, très sollicité par les collectionneurs, est aussi capable de refaire des boursettes, petits soufflets de commande, que des mécaniques très complexes et aussi des automates. Cet autre collectionneur vient de rapporter de chez le réparateur un Organina Thibouville avec un carton particulièrement émouvant. C'est en effet un des derniers notés par Raymond Crouet, l'arrangeur de Léo Noël, qui, dès 1945, chantait La Pervenue avec ce même Organina Thibouville. La maison Thibouville et l'Ami, 100 rue Réaumur à Paris, fabriquait dans ses usines de Mirecourt toutes ces pièces mécaniques qui allaient de la traditionnelle serinette aux orgues de rue et de salon. Beaucoup de pièces étaient destinées aux enfants et vendues par des magasins de jouets. Si certains enfants moins heureux étaient parfois loués par le mendiant avec l'orgue et la charrette, d'autres privilégiés pouvaient s'amuser dans le confort des salons bourgeois avec des jouets de luxe comme cet Ariston, spécialement fabriqué pour eux. Ariston, Hérophon, Méloton, Ariosa, Manopan, Séraphon, Célestina, Caliston, autant de mots magiques que de marques déposées, conséquence de la guerre des brevets, qui poussaient chacun à l'époque à faire mieux que l'autre et à définir son instrument de la façon la plus mystérieuse et séduisante à la fois.
Le triola, une adaptation de la musique mécanique à la cithare avec participation de l'exécutant. Certains facteurs d'orgue, comme les ogois, étaient venus de la facture classique d'orgue d'église traditionnelle. Dès la vogue des instruments mécaniques populaires dérivés de la même technique, ils purent adjoindre à leur fabrication ces nouveaux instruments et abandonner la facture classique qui n'était plus rentable. Mon grand-père, en 1910, il était associé avec mon père Charles et commençait à la construction de grands orgues de danse. Donc le Condor, un seul exemplaire en Belgique, c'est ici chez moi, à Zeebrugge. Moi, je n'ai personnellement pas construit les orgues, mais j'ai toujours travaillé avec mon père. Il m'a fait apprendre la musique, le Czerny, le Mozart, le Beethoven, enfin la musique classique, j'ai toujours joué. Mon père disait toujours, il faut savoir noter, car il ne s'agit pas de fabriquer un orgue, n'est-ce pas? Il faut connaître la musique, et je me suis toujours spécialisé dans la notation. Et mes grands favoris, pour en ce qui concerne la musique d'orgue et pour la notation, a toujours été la limonère en France et spécialement le gavioli. Le gavioli, la notation des gaviolis était illimitable. Et en Allemagne, c'était le ruth. Nous sommes ici dans l'atelier de Charles Ogois. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Ogois note au moyen du tambour. Sur celui-ci, le négatif qui servira à la première perforation. Au-dessus, la partition musicale arrangée spécialement pour l'orgue. Au-dessous, la règle portant les commandes de tous les registres, des notes et des percussions de l'orgue. Quand il frappe de son marteau les pointeaux de couleurs différentes, Ogois impressionne son négatif d'une trace qui sera perforée par la suite. Chaque ligne correspond aux notes, aux différents registres, aux accompagnements, aux percussions, aux volets d'expression et même au déclenchement de l'orgue. Ce morceau est destiné à l'orgue Le Condor, sans touche à la boîte de lecture. Sur sa droite, le cadran diviseur qui va définir le tempo du morceau en notation. Grâce aux marques laissées par les pointeaux, Ogois n'a plus qu'à réunir celles-ci entre elles pour définir la valeur des notes. Elles seront perforées en fonction de ces indications. Wistrach Polka, à Strauss. Forticanto, flûte harmonique, piccolo. Grosse caisse, timbre, triangle donc, la batterie, tambour. Répétition, saxophone, hautbois, castagnette, woodblock. Voilà le petit trou ici, hein, c'est le woodblock ça. Flûte octaviante, solo, piccolo. Le violon, le forticanto doublé, le violon avec le hautbois, la contrebasse soutenue dans l'accompagnement. Voilà, le soutenu selon c'est soutenu ici. Ce sont les registres. Registre musette, registre tremolo et registre voix-humain. Piccolo, le mot, solo, piccolo, le bombardon.
la contrebasse, l'octave. L'octave, le grand jeu. On va l'entendre toujours maintenant. Arthur Prinsen, noteur-compositeur-arrangeur, fabrique et livre des cartons perforés dans sa maison des environs d'Anvers. Pour perforer les cartons, sa femme utilise des poinçons de tailles différentes selon la longueur de la notation graphique. On peut aussi utiliser le plus petit poinçon et percer en répétition. Joseph Geisels est fabricant de cercueils à Bruxelles. Ses grands-parents, menuisiers, pour améliorer l'ordinaire, avaient acheté un orgue mortier, la grande marque belge, et animé les kermesses et autres fêtes. Joseph Geisels n'a eu de cesse que de retrouver les orgues de son enfance. Ça, c'est le virus de la famille, ça. Ça date déjà de mes grands-parents, donc... Avant, il y avait kermesse chez nous dans l'atelier, atelier de menuiserie. On enlevait tous les établis, toute la marchandise. Et alors, il y avait kermesse de rue. Et comme ça, le virus est resté. Hein. Même quand on était tout petit, il fallait dormir derrière l'orgue, parce que les parents ne savaient pas quoi faire avec nous. Déjà, étant tout jeune, on était dans l'orgue. Hein. Et comment ça se passe alors ici? Vous avez ces orgues chez vous, à côté de votre maison? Vous venez de temps en temps? Ah oui, tous les jours. Des fois, il y a 2 ans et demi. Mais d'habitude, tout seul. Puis tout à coup, ainsi qu'un ténor effaré, lançant dans l'air bruni son cri désespéré, son cri qui se lamente et se prolonge et crie, éclate en quelques coins l'orgue de Barbarie.
Il brame un de ces airs, romances ou polkas, qu'enfants nous tapotions sur nos harmonicas et qui font, lents ou vifs, réjouissants ou tristes, vibrer l'âme aux proscrits, aux femmes, aux artistes. Paul Verlaine. La complainte de Maquis, 1931, l'orgue vit ses derniers moments et la fabrication va disparaître. L'industrie de la musique mécanique a fait son temps. Mais revenons à la belle époque, 1900, pour découvrir le piano pneumatique et ses rouleaux perforés. Voici l'explication du fonctionnement d'un piano pneumatique. Le piano fonctionne à l'aide d'air aspiré dans un réservoir, à l'aide de pompes actionnées par des pédales ou par une soufflerie électrique. Au départ, il se trouve une bande de rouleau perforé devant ce que nous appelons une flûte de Pan. D'ici une flûte de Pan d'un piano de 65 notes, vous voyez 65 trous qui correspondent à l'arrivée de tuyaux. Lorsqu'il y a coïncidence entre un trou dans le papier et un trou d'une commande, il se produit ceci. L'air aspiré entre dans un premier circuit que vous voyez là, est transmis dans un second circuit. Je vais me substituer à la planche gravée. Voilà ce qui se passe. Ces boursettes sont actionnées par l'air du premier circuit et viennent actionner une soupape dont voici la première partie. La dernière soupape que je vous ai montrée permet l'entrée de l'air aspiré dans le petit soufflet qui se trouve là. Le petit soufflet, sous l'effet de l'air aspiré, se lève, soulève les pointes qui se trouvent là, qui, elles, actionnent les touches du piano. C'est tout. D'écouter là une pièce qui est extrêmement charmante, qui est populaire, qui est une pièce mineure, mais il n'y a pas que ce genre qui a été pratiqué en matière de musique mécanique. On a eu affaire à de grands compositeurs, aussi bien compositeurs qu'exécutants. Debussy s'est interprété au piano lui-même, sur piano pneumatique restituteur, et nous avons la chance de pouvoir écouter exactement le jeu de Debussy tel qu'il avait envie qu'on joue ses œuvres. Ich höre Children's Corner vom Debussy und vom Debussy gespielt für ein Reproduktionsklavier vom Firma Welte.
1er novembre 1913. Il est impossible d'atteindre à plus de perfection de la reproduction que celle des appareils Welt. Ce que j'ai entendu me laisse émerveillé, et je suis heureux de vous l'affirmer dans ces quelques mots. Claude Debussy. D'entendre ça, vraiment. Alors c'est le jeu de Debussy authentifié. C'est absolument le jeu de Debussy. Et en plus, sur chaque rouleau, ces gens-là exprimaient par le fait de l'écriture que c'était exactement la production de leur jeu. Comment est-ce qu'ils pouvaient fabriquer ça alors? Ah bah alors le système, je vais essayer d'être très court. Imaginez un grand piano que concert qui ne se différencie pas d'un autre, sinon un système intérieur qui est composé donc d'un rouleau qui défile à vitesse continue métronomiquement et qui est un rouleau de papier vierge. Et le pianiste joue, selon la manière dont il joue, il va impressionner graphiquement son rouleau vierge par des traits de grosseur différentes. Ces traits représentent donc la mélodie, mais avec une valeur. Alors, on sort après le rouleau entièrement impressionné, et on le passe dans une machine où on va commencer par découper la mélodie, c'est-à-dire tout le centre, et en regard, droite et gauche, vous avez des petits trous d'expression qui vont donner chaque fois une valeur d'intensité à la note qui est au centre du rouleau. Quand on voit la représentation de la musique comme ça, on trouve que les interprètes devraient apprendre la modestie, parce que c'est vrai, je veux dire, ça n'a pas l'air tellement compliqué à lire comme ça. Et cependant, une interprétation est... Alors, il y a d'autres témoignages que ceux que de Debussy. Alors, il y a d'autres témoignages, et il y a des témoignages importants, aussi bien parmi les compositeurs que parmi les interprètes. Alors, vous avez un livre magnifique, qui est le livre d'or de la maison Welt, qui fabriquait les pianos restituteurs. Et sur ce livre, vous avez là, voyez-vous, voici les autographes de tous les grands compositeurs. Et alors là, vous allez trouver des noms prestigieux, aussi bien parmi les compositeurs que parmi les interprètes. Je lis Gabriel Fauré, qui dit que l'instrument est une admirable invention qui permet de traduire avec une netteté, une prodigieuse exactitude et souplesse. C'est fantastique, ça. Édouard Grieg. Welt mignonne m'a surpris, cette invention est remarquable, surtout par l'idée de mettre la force de l'électricité au service de la pensée. Gustav Mahler, qui écrit encore stupéfait de l'instrument que je viens d'entendre. Richard Strauss, c'est une invention extraordinaire de tous les instruments de ce genre. Il est le seul qui peut prétendre à être réellement artistique. Arthur Schnabel, la virtuosité du Welt mignonne me paraît avoir atteint les dernières limites du possible dans la reproduction mécanique de la musique. Étude de Chopin, numéro 5 en sol bémol majeur, par Schnabel, sans Schnabel.
Heinrich Weiss, un grand collectionneur, possède plus de 300 pièces. Sa collection, il l'a commencée à l'âge de 13 ans, en réparant lui-même une pendule à musique de la Forêt Noire, cadeau d'un ami. Depuis, il répare toutes ses pièces lui-même et a même mis au point une machine à reproduire les rouleaux de papier perforés de toutes les marques du monde, pouvant donner jusqu'à 6 copies simultanément. L'orchestrelle est un harmonium automatique américain de la maison Éolian. Il possède la particularité de laisser à l'exécutant toute latitude dans le choix de ses très nombreux registres. Orgue mixte à clavier et à restitution pneumatique par rouleau perforé, fabriqué de 1908 à 1915 par la maison Welt et Fils à Fribourg en Brisgau sur les plans du grand organiste Max Reger, il est le plus grand orgue d'Europe. 1942 tuyaux, un jeu de cloches, un jeu de harpe, les plus grands organistes de l'époque ont joué, composé et signé leurs interprétations pour cet orgue prestigieux. Vous entendez Marcel Dupré qui joue Prélude et Fugue numéro 2 de Jean-Sébastien Bach. La flûte de Pan, permettant la lecture des rouleaux perforés, possède 150 trous. Les orchestrions ont dans leur temps remplacé des orchestres entiers. Certains, d'après les dépliants publicitaires de l'époque, pouvaient se substituer à 100 musiciens. Parmi les plus modestes mais les plus extraordinaires, le phonoliste violina de Hüpfeld à Leipzig, qui arrive même à remplacer le violoniste. Voilà les 3 violons. Ça, c'est l'archet rotatif. Elle tourne comme ça. Ça, ce sont les doigts dans l'ordre chromatique. Et maintenant, l'instrument se met en marche. Le violon qui doit jouer s'avance au archet, comme ça. Et les doigts font ça. Et peuvent jouer une mélodie comme ça. Les longues notes sont accompagnées par un vibrato tout en haut sur le violon.
Et voilà le total. Le grand orchestrion de Philips, modèle Paganini, montre les possibilités de remplacement d'un orchestre complet. Ces bateaux ont emmené en Amérique des centaines de pièces mécaniques ramassées un peu partout en Europe. Elles ont enrichi les collections des Américains, grands fabricants eux aussi de pièces mécaniques, souvent très originales et venant des maisons Wurlitzer, Calliope & Company, Éolian, Mills et bien d'autres. Mills qui brevette en 1908 son violano virtuoso, le rival du phonoliste Violina Dupfeld.
lecture par électroaimant, le papier perforé passe entre un rouleau argenté et les leviers de commande métallique. Les cordes sont mises en vibration par 4 roulettes en matière moulée, opérant par friction comme avec un archet. Le vibrato est un trembleur à électroaimant. Au travers des Américains, le foxtrot pénètre dans l'intimité des Français. Ce limonaire bien de chez nous joue Broadway Melody et Henri Triquet l'a préféré à un buffet Henri II. Quand il était routier, Henri Triquet avait l'habitude de faire halte dans une brasserie dancing, le Pavillon Bleu, où l'on pouvait écouter l'automate accordéoniste. Il a réalisé son rêve et celui-ci a été le départ de sa collection. L'enfant chéri de Gustave Matteau, un orchestrion, modèle réduit de ceux qu'on peut voir dans les brasseries dancing belges, et qu'il s'est fait construire par un artisan ami, Albert Flao. Nous sommes déjà bien loin des folles extravagances d'une époque qui croyait passionnément à la mécanique, sans imaginer l'électronique, qui inventait des tringleries de plus en plus délirantes pour tenter d'arracher des vibratos artificiels à des violons sans violoniste. Aujourd'hui, aidés précisément par l'électronique, quelques dancings sont encore équipés de machines plus simples, mais qui témoignent tout autant de l'ingéniosité des bricoleurs, de la patience des artisans et des constructeurs mélomanes. Ici, tard dans la nuit, on vient oublier ses soucis et sa solitude et retrouver peut-être un peu de son enfance en dansant sur des musiques sans prétention.
L'accordéon joue tout seul, la batterie aussi, et tout le monde semble trouver normal, ce qui constitue pourtant le miracle permanent des musiques mécaniques.